Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio Culture Dijon 100 FM. Aujourd'hui, nous accueillons dans notre studio deux grandes stars dijonnaises du moment, à savoir Monsieur Patrice Carteron, entraîneur du DFCO, et Anthony Bonacor, le speaker officiel du DFCO. Bonsoir. Bonjour messieurs, alors ça y est, le DFCO est en Ligue 1. Avant de débuter pleinement cette interview, quelles sont vos impressions à chaud de cette saison ? Beaucoup de fatigue déjà. C'est vrai que les dernières heures ont été fantastiques à vivre. Je veux dire, autant de communion avec toute une ville, toute une région et autant d'événements à fêter. Ça fait plaisir, mais il y a pas mal de fatigue parce que c'est vrai qu'il y a un peu de tension nerveuse depuis plusieurs semaines et que là on savoure, on lâche tous un peu prise. Donc ça a été fatigant, usant, mais le jeu en valait la chandelle en tout cas. Oui, ça, comme dit Patrice, ça concrétise toute une année de travail avec la collaboration de tous les joueurs. Et pour ma part, qui travaille au sein du service événementiel, on l'a rêvé, ils l'ont fait. On va passer un palier. Et dans l'organisation de toutes ces rencontres, c'est extraordinaire. Donc, je tiens à le dire là. Merci Patrice au nom de tout l'événementiel et que tu passeras le message au staff et aux joueurs avant qu'ils partent. D'accord. Alors, cette saison, personne ou peu de monde vous attendait vraiment sur le podium. Vous avez relevé un défi un peu fou, car il faut savoir que la majorité des joueurs cette année sont nouveaux dans l'effectif. Éric Botéac, Steven Paul qui viennent de Cannes, Bamba et Cornier qui n'avaient pas encore vraiment joué en championnat, Sankaré en provenance de Paris, Jean-Daniel Padovani en provenance d'Angers. Patrice Carteron, comment pouvez-vous nous expliquer ce succès à la fois surprenant et inattendu ? L'idée de départ, tout est parti en gros d'une grosse confiance du président en début de saison. C'est vrai qu'on avait le 14e ou 15e budget sur 20. Dans ces moments-là, on se dit, bon, on n'a pas le plus de moyens, mais par contre, peut-être qu'on a des idées qui peuvent être un peu différentes et arriver à bâtir une équipe compétitive. Donc c'est vrai que le président m'a fait entièrement confiance dans le fait premièrement, de recruter 14 joueurs des divisions inférieures. C'est vrai que on avait encore samedi soir au coup d'envoi 6 joueurs qui n'avaient aucune minute dans le championnat de Ligue 2 en début de saison. Et également le fait de mettre en place avec l'apport de Stéphane Renaud, un fasciothérapeute, une méthode de préparation physique et thérapeutique totalement différente de ce qui se fait. On est aujourd'hui en Europe les recordman du plus petit nombre de blessures entre les premières, deuxième division des 5 championnats européens. Donc c'est beaucoup d'idées novatrices et en plus on a eu la chance cette saison que petit à petit tout le monde se prenne au jeu, que les gens se reconnaissent dans cette équipe, à tel point, Anthony parlait d'événementiel, qu'on a vraiment fini en fin de saison en pouvant dire que oui, il y avait la place pour le football à Dijon et oui, il y avait un potentiel public fantastique dans cette ville. D'accord. Quelle conclusion tirez-vous du dernier match contre Angers ? On a beaucoup parlé de la montée, mais finalement pas beaucoup de ce match. Quelle conclusion en tirez-vous ? Pas beaucoup d'enseignements. Ce qui a surtout été vraiment très difficile, c'est que on savait depuis une semaine que on avait 95% du chemin qui était fait. Donc ça a été surtout la gestion de la semaine qui a été très compliquée parce que en gros on savait qu'on y était, mais on se devait de préserver le groupe de toute l'effervescence qu'il y avait. Donc très franchement, on a pris un but en première mi-temps, mais je savais qu'il y avait 2-0 pour Nantes au Mans. Ça voulait dire que voilà, au bout de 7 minutes de jeu, il y avait 2-0 pour Nantes au Mans. Il aurait fallu que Le Mans à ce moment-là marque une dizaine de buts et que nous on en prenne beaucoup. C'était totalement inconcevable. Donc sincèrement, je tire aucun enseignement de la défaite dans la mesure où en deuxième mi-temps, j'ai plus privilégié le fait qu'on prenne pas de carton pour préparer le début de championnat que d'aller vraiment chercher un résultat à tout prix dans la dernière demi-heure. Ça n'a pas été le cas, ce qui fait qu'on a perdu ce premier match depuis 11 journées, mais sans aucune conséquence. Le principal, c'était d'assurer la montée. Et Patrice, comment t'y vas, toi, à Angers, en sachant que, comme tu le disais, tu savais que t'y étais, il y avait quelques buts de différence. T'y vas dans quelle optique ? Parce que en sachant que si Evian perdait et que nous, on gagnait, on avait la possibilité également d'être champion.
Mais il y avait aussi le scénario catastrophe. Tu vas dans quelle optique? Tu vas dans l'optique de pas prendre de but, d'essayer ou alors tu vas vraiment à fond. On se dit allez, on sait jamais. J'y vais dans l'optique où aujourd'hui sur le papier une équipe comme Angers, on sait que c'est une des meilleures équipes du championnat, qui a eu un concours de circonstances avec ce parcours en Coupe de France qui leur a été défavorable. Donc je m'attendais vraiment à un match très difficile, très compliqué. C'est pour ça que je savais que aller à Angers la dernière journée et devoir gagner là-bas, ça me semblait quasiment mission impossible. Donc j'allais surtout dans l'optique de ne pas être calculateur, d'être actif. Mais bon, on a beau aller dans cette optique-là, c'est quand même compliqué de ne pas être attentif aux autres résultats. Et c'est vrai que dès qu'on a su que les scores étaient plutôt favorables en notre faveur, à la mi-temps, j'ai tenu un discours aux joueurs en disant allez, on va tenter d'aller chercher le titre. Maintenant, Evian de son côté avait fait le nécessaire. Et puis voilà, c'était pas le plus important. Le but, c'était vraiment de valider l'accession. Les derniers matchs à domicile au stade Gaston Gérard ont amené beaucoup de supporters, à tel point que les matchs contre Ajaccio, Châteauroux, Grenoble et Boulogne se sont joués à guichet fermé. Quelle impression avez-vous? Comment sentez-vous cette admiration de la part du public pour le club? Déjà, quand je suis arrivé à Dijon il y a 2 ans de ça, tout le monde me disait qu'il n'y avait pas de public pour le football à Dijon, et j'avais répondu à l'époque que Dijon est une ville sportive. C'est la 15e ville française, c'est une ville sportive avec un maire qui fait tout pour que le sport se développe dans cette ville. Et à partir du moment où je savais que Dijon était une ville sportive, je m'étais juste dit que tant qu'il n'y avait pas eu un événement majeur comme une éventuelle montée, ce qui est arrivé, on pouvait pas savoir s'il allait avoir un engouement envers le foot. Et je vois pas pourquoi il y aurait pas eu cet engouement-là. Mais c'est vrai que je pense que les gens se sont retrouvés dans cette équipe à un moment où on a perdu, il y a quelques mois de ça, au niveau du football, certaines valeurs. Je trouve que tous ces joueurs qui sont arrivés des divisions inférieures, qui ont montré et démontré des qualités et des vertus mentales exceptionnelles pour aller souvent chercher des victoires dans le dernier quart d'heure, je pense que les gens se sont retrouvés dans cette équipe, se sont retrouvés dans le club. Aujourd'hui, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'équivalents en termes d'image de ce que Dijon représente dans le football. On est parti de rien, mais aujourd'hui, c'est vrai que l'image du club est magnifique. Et c'est pour ça que je suis très confiant pour la saison prochaine. D'ailleurs, Anthony connaît bien les supporters du stade, les Téméraires et les Dogs. Est-ce que vous voulez leur passer un mot, justement, vu qu'ils sont là depuis vraiment tellement de temps? Les remercier. Je pense que c'est le mot qui va clôturer cette fabuleuse accession en Ligue 1. Les remercier parce que les Téméraires, moi à l'époque, il y a une dizaine d'années, j'étais déjà avec eux, hein, j'étais caporal du groupe, je faisais tous les déplacements, j'ai été à la Beaujoire, j'ai été à Bourg-Péronas, j'ai été à Calais en CFA, j'étais partout, ils ont toujours été là, on retrouve toujours les mêmes personnes. Patrice disait tout à l'heure que il fallait avoir on a eu une mauvaise image au sein du football il y a l'année dernière, et cette image revient bien parce que Dijon, c'est une ville qui est sportive. On n'a jamais eu de choses négatives à Dijon, ça a toujours été du positif. La création du club en 98, l'accession en Ligue 2 en 2004, la professionnalisation de ce club, et aujourd'hui 14 000 personnes les 3 derniers matchs à domicile. Voilà. Les supporters sont un vecteur également de communication, c'est-à-dire que les gens viennent au stade aussi pour l'ambiance. On n'a pas de mouvement ultra, il n'y a pas d'insultes dans le stade, voilà. Et je pense que ça fait vraiment partie de ces valeurs que représente également le club. Je dis souvent quand je fais des spots radio, Dijon fête cœur et on ne lâche rien. Ce sont des propos du président qu'il essaie de faire vécu à tout le monde. Aujourd'hui, c'est réussi. Le pari est réussi. Donc les Téméraires, ils étaient plus de 500 à accompagner des Dogs à Angers. Ils ont fait du bruit. Hein. Moi, j'y étais pas. J'étais au Palais des Sports à Dijon pour animer cette dernière journée, qui également, Patrice, il y avait près de 3000 personnes quand même qui étaient à supporter les Rouges derrière 2 grands écrans géants. Voilà, les supporters sont là. Il y a une certaine époque, on avait des spectateurs à Gaston Gérard. Aujourd'hui, on a des supporters. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Giovanni, le président des Dogs, vu que je fais partie des Dogs, j'étais là au déplacement à Angers. Oui, Anthony, vous êtes le speaker du DFCO depuis 2008. Ainsi que membre du service événementiel. Comment avez-vous débuté au DFCO et qui faites-vous exactement? Alors, j'ai débuté au DFCO à titre amateur avec les supporters. J'ai été beaucoup avec mon grand-père qui a été à l'époque où le club en 89 était en 2e division. Il était tout simplement intendant de l'équipe. J'allais beaucoup voir les joueurs jouer donc à Gaston Gérard, à la Fontaine-Douche également.
Et puis après, il y a mon papa qui m'a lancé dans le projet du club et donc au sein du service événementiel. Voilà, je suis arrivé la première année pour développer tout ce qui était animation. Et le 27 juillet 2008, Dijon reçoit Brest pour le premier tour de la Coupe de la Ligue à Dijon. Et je reçois un coup de fil, la petite anecdote du speaker, donc mon ancien collègue, qui me dit Anthony, je pourrais pas venir, on est à 3-4 heures du match. Bon, il y a un moment, il faut être réactif. C'est ce qui fait la force aussi d'une fonction comme celle que je représente, anticiper pour ne pas subir. Mais il y a un moment, on n'a pas pu anticiper, mais on n'a pas subi parce que le fait que je sois ancien supporter également, les gens me connaissent, sont identifiés. Et puis je disais tout à l'heure, je suis un vecteur de communication, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut haranguer la foule dans le bon sens du terme. Et puis voilà, moi j'ai passé, c'est comme ça que ça m'est venu. Hein. Donc on gagne 1-0 avec un but de Linel Kitambala à la 68e minute contre Brest, extraordinaire. On passe ce premier tour, un été, il faisait chaud, on avait 4-5 000 personnes dans le stade. Donc voilà, les gens, bon puis après si ça plaît, ça plaît. Hein. Si ça plaît pas, les gens le font savoir tout de suite. Et j'en suis resté comme ça jusqu'à la fin de la saison où là j'ai eu la bonne surprise d'être reçu par Frédéric Thirier à la Ligue de football professionnel pour m'avoir remis le trophée du... J'allais y venir justement. Voilà, vous avez été élu second meilleur speaker de Ligue 2. Quel est votre secret pour faire vibrer Gaston Gérard chaque soir de match ? Patrice le sait bien, quand il y a du monde, c'est beaucoup plus facile. Mais à Dijon, même quand il y a moins de monde, ça reste quand même une belle ambiance. Je le disais tout à l'heure, c'est un public de famille. Les secrets, moi, vous savez, j'arrive, j'ai un chrono. Hein, comme tous les bons speakers, à telle heure, il faut faire telle chose. Voilà, on est très, très contraint aussi par la Ligue de football professionnel. On ne peut pas faire n'importe quoi, bien évidemment. Voilà, c'est vraiment être un vecteur de communication. J'insiste vraiment sur ce mot-là. Parce que je crois que je dois être l'un des seuls speakers en France à faire vibrer toutes les tribunes d'un coup. Donc c'est pas simple non plus parce qu'il faut être partout au bon moment, pas léser certaines personnes, certains spectateurs. Il faut qu'ils soient identifiés, il faut qu'ils soient pendant toute la rencontre derrière les rouges, dès l'échauffement et juste avant l'entrée des joueurs également, qu'il y ait un engouement. Mais voilà. D'accord. On parle beaucoup de Sébastien Ribas cette saison. Est-ce que pour vous, il a été un élément important cette saison ? Rappelons qu'il a fini meilleur buteur de Ligue 2 avec 23 réalisations et qu'il a reçu le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 2. Est-ce que si Ribas n'avait pas été là cette saison, le résultat serait différent ? Forcément. Maintenant, la force du club, ça a été aussi de faire en sorte que Sébastien reste cette saison. Dans un sport collectif, c'est comme en 98, si la France n'avait pas eu Zinedine Zidane, je veux dire, mais ça reste néanmoins un merveilleux capitaine, quelqu'un qui a beaucoup apporté pendant des années au club, qui a toujours joué le jeu. Mais c'est avant tout un sport collectif, c'est-à-dire que Sébastien a bénéficié aussi d'un style de jeu qui lui était favorable. Et puis après, en tant que leader et capitaine, c'est vrai qu'il a emmené les autres vers la victoire, mais on peut pas refaire l'histoire et anticiper le fait comment les choses se seraient passées s'il avait été là, parce que bon, on a fait en sorte qu'il soit là et qu'il nous apporte sa qualité de buteur et de nous amener jusqu'au bout comme ça, jusqu'à la 38e et dernière journée, et qu'on arrive avec cette accession. On parle aussi d'un possible transfert de Sébastien Ribas au Genoa. Qu'en est-il aujourd'hui ? Bon, disons qu'aujourd'hui, Sébastien s'est retrouvé en fin de contrat depuis plusieurs semaines. Son choix de cœur était vraiment de rester à Dijon. Il voulait vraiment rester. Maintenant, il y a des éléments aujourd'hui contre lesquels on peut pas lutter. Quand certains des meilleurs clubs européens veulent un joueur chez un promu et que le joueur est libre, il voulait vraiment rester à Dijon et c'est vraiment très très dur pour lui, mais malgré tout, on peut pas aller contre certaines propositions énormes de contrat. Donc ça fait aussi partie de la carrière d'un joueur. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des chances que Sébastien s'engage dans les heures qui viennent dans un grand club étranger. Mais je tiens vraiment à rendre hommage à son état d'esprit parce qu'il est marqué par Dijon à vie et c'est pas impossible d'ailleurs qu'il revienne sous une forme ou sous une autre dans quelques temps. Et qu'en est-il aussi pour les autres joueurs au niveau des transferts ?
Alors aujourd'hui, il faut savoir que depuis début janvier, on a travaillé très très dur avec le président, avec le staff, les dirigeants sur le fait d'être prêt le cas échéant. C'est-à-dire que les soucis depuis plusieurs années qu'ont souvent les clubs promus, c'est qu'on se place dans une espèce de pseudo-humilité, de ne pas vouloir parler des choses si en cas d'éventuelle montée. Et je pense que c'est une grave erreur. Il faut accepter de travailler beaucoup plus, mais de s'adapter très vite au niveau si jamais on y accède. Donc aujourd'hui, on a enclenché pas mal de contacts au niveau de futurs joueurs. J'ai pas encore de nom à vous donner. Le but pour moi, c'était déjà de stabiliser le groupe qui existe et dans un deuxième temps, d'arriver à amener des éléments qui nous permettront de nous maintenir la saison prochaine en Ligue 1. Alors, l'année prochaine en Ligue 1, quels seront vos objectifs ? Quelles sont les choses importantes à changer, modifier, autant au niveau du club, de l'effectif et du stade ? Au niveau du stade, Anthony, tu peux peut-être en parler ? Ouais, au niveau du stade, de toute façon, aujourd'hui, on arrive à un nombre de places qui est limité parce que, à minima, il faut 17 000 places pour accueillir le public. On a quand même un stade qui est en pleine évolution, donc il faut également que la Ligue de football professionnel, le prenne en compte. En termes après de confort pour le spectateur, je pense qu'il y est. Si le public vient les 3 derniers matchs à guichet fermé, et s'ils se sentent bien, ils reviennent forcément. Le stade, je pense qu'il évoluera petit à petit au cours de la saison. Il y aura des travaux qui seront faits. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire lesquels parce qu'il y en a tellement. Il y a une zone presse à réaliser. Voilà, il y a plein de petites choses. Après, c'est des termes de budget auxquels je serais incapable de vous parler. Par contre, en revanche, la chose est sûre, c'est que le public sera bien présent pour supporter les Rouges l'année prochaine en Ligue 1. Et au niveau du club, en général ? Bon, au niveau du club, c'est vrai que la montée nous permet vraiment de bénéficier de moyens plus importants. Il faut savoir, pour donner des chiffres un peu aux gens comme ça, c'est pas l'argent du contribuable, hein, c'est quand on monte... On accède de la Ligue 2 à la Ligue 1, on a à peu près 14 millions d'euros de droits télévisés. Ça veut dire que cette année, on avait un budget de 8 millions d'euros et rien qu'en droits télé, on monte déjà à 14 millions d'euros. Ça veut dire qu'on a d'autres moyens. Et au niveau ça va nous permettre d'apporter certaines améliorations au niveau du centre d'entraînement déjà. C'est le premier point. On va vraiment avoir un bel outil de travail avec une modification un peu des lieux, une amélioration surtout, parce que les bâtiments dataient un petit peu, mais il y avait, je pense, matière à en faire un bel outil fonctionnel. Et puis ensuite, en termes d'organisation, c'est différent. On a 18 joueurs sur une feuille de match en première division, donc que ce soit pour les déplacements, que ce soit pour le management également de l'équipe, c'est une donnée plus conséquente. Mais à la limite, c'est quelque chose de plus agréable aussi pour l'entraîneur parce que bon, autant en Ligue 2, quand on doit choisir les 16 joueurs, on fait des malheureux, autant en 18, on fait moins de malheureux. Donc au moins, c'est le bon côté des choses. Alors, question simple, mais que beaucoup de personnes se posent. Appréhendez-vous la Ligue 1 ? Heureusement, je pense qu'il faut l'appréhender. Et dans le terme appréhension, il n'y a pas forcément de la peur négative. C'est une forme de stress qui donne encore plus de force pour être à la hauteur. Donc, c'est quelqu'un qui a pas peur, c'est quelqu'un qui est fou. Hein. Donc, il faut par contre canaliser le fait d'avoir de l'appréhension parce que on sait qu'on va avoir des monstres à rencontrer. Par rapport à ça, il faut être méthodique, structuré, arriver à être malin également dans notre recrutement parce qu'on aura le plus petit budget de Ligue 1 la saison prochaine. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas de quoi offrir des salaires à des grands joueurs, mais en tout cas, on mettra en place une méthode qui a déjà marché cette année, c'est-à-dire de faire venir chez nous des joueurs à fort potentiel et à exploiter ce potentiel-là pour leur permettre d'élever leur niveau. On sait désormais que Auxerre et Dijon seront les 2 clubs bourguignons en Ligue 1 la saison prochaine. Arriverez-vous à cohabiter en Ligue 1, surtout au niveau financier ? C'est la grande question que l'on se pose. Je pense qu'au point de vue, tout d'abord politique, parce qu'il ne faut pas se le cacher non plus, Auxerre et Dijon n'ont pas du tout de différents au niveau sportif. Donc après, au niveau budget, je reviens à ce que disait Patrice, on aura certainement l'un des plus petits budgets de Ligue 1, mais quand on regarde la dernière journée de Ligue 2, Le Mans qui recevait le FC Nantes Atlantique chez eux, ils ont 24 millions d'euros de budget.
Nous, on se déplace au stade Jean-Bouin à Angers avec 8 millions d'euros de budget. Il y a 16 millions d'euros d'écart entre les deux clubs. Aujourd'hui, c'est Dijon qui se fait sur le podium. Donc aujourd'hui, je pense que Patrice a très raison de le dire, le budget ne veut rien dire. Si sur le sportif, tout le staff technique, et en l'occurrence Patrice, arrive à exploiter le meilleur de ces hommes, moi je suis pas inquiet, et d'autant plus c'est très bien pour le football bourguignon que Auxerre et Dijon soient les deux clubs en Ligue 1. On va parler de la région. Moi, ce qui me déçoit un peu plus, c'est le club de Guignon, entre guillemets, qui malheureusement qui redescend pour des raisons financières. Mais justement, Dijon est là aussi pour relever un peu la tête du football bourguignon, et avec la JA. On aura aussi, on espère, un magnifique derby Dijon-Auxerre la saison prochaine. Anthony, comment appréhendez-vous la réception de Lyon, Marseille, Paris avec tous leurs supporters à Gaston Gérard? Sera-t-il plus simple ou plus dur de faire vibrer le stade? Non, parce que je reviens à ce que disait Patrice, mais il a raison. Hein. Il faut appréhender. Il faut les appréhender parce que qu'on soit sur le terrain en joueur ou en tant qu'animateur, ça sera pas chose facile. Maintenant, on aura toujours dans le public des gens, une dizaine de personnes qui seront anti-marseillais, anti-lyonnais, Moi, le but du jeu, c'est que tout le monde soit pour Dijon et qu'il n'y ait pas d'anti. Voilà, c'est le fait de venir à Dijon, c'est la fête du football. Il faut surtout le prendre comme ça. Et beaucoup de gens viennent aujourd'hui au stade. On a des pères de famille, des mères, des grands-pères, des grands-mères, des enfants. Il faut que ça reste comme ça à Dijon, et c'est pas parce que on sera en Ligue 1 que mon animation changera, et que le but du jeu, c'est que les spectateurs, les supporters du club restent eux-mêmes, et comme ils l'ont été ces 3 derniers matchs à Dijon. Un mot sur Évian et Ajaccio qui monteront également en Ligue 1 la saison prochaine. Deux autres politiques un peu différentes également. Olivier Pantaloni, que je connais à Ajaccio, avait fait le choix d'un effectif avec uniquement des joueurs expérimentés, avec 32 ou 33 ans de moyenne d'âge. Ça lui a réussi. Bernard Casoni, de son côté, avec Évian Thonon, a été sur une dynamique de montée la saison passée, avec un mélange de jeunes joueurs prometteurs et également de quelques anciens chevronnés, accentués avec l'arrivée de Kasakpa, et c'est là que le groupe Danone a fait la différence par rapport à certains autres clubs. Mais je trouve que ça fait du bien quelque part que ces clubs-là, qui en début de saison étaient annoncés comme favoris pour la descente, ça a un joli pied de nez. Ça montre bien aussi qu'il va y avoir un petit peu de fraîcheur dans le championnat de Ligue 1. Ça va permettre de voir de nouveaux clubs, puisque Ajaccio par le passé a déjà été en Ligue 1, mais en tout cas Évian et Dijon c'est la première fois. Donc ça va apporter de la fraîcheur, et je pense que le championnat de Ligue 1 en a besoin. Une autre grande question, êtes-vous impatient de faire ce match DFCO Lille avec une personne qu'on connaît bien à Dijon, Rudy Garcia? Impatient, oui et non. Pour l'instant, je vais surtout bien préparer l'équipe pour la saison prochaine. Mais en tout cas, c'est pas de l'impatience, c'est plus j'aurais plaisir à saluer Rudy, avec qui je m'entends très bien, avec qui on a encore parlé dernièrement, qui était notre premier supporter lors des dernières journées. Et comme c'était réciproque, c'est avec beaucoup d'humilité, de respect, mais aussi beaucoup de convivialité qu'on le retrouvera. Samedi 28 mai avait lieu la grande fête en ville pour fêter la montée du DFCO, mais aussi l'officialisation de la présence de Florent Malouda en tant qu'actionnaire du club. Qu'est-ce que cela va apporter au DFCO? On parlait surtout du centre de formation. Oui, c'est vrai que là encore, on a des idées qui sortent un petit peu des sentiers battus au niveau du club. C'est vrai qu'on a pour projet avec Florent de développer une partie de formation en Guyane, voire en Haïti pour les années à venir. C'est important d'avoir un pôle dans cette région, puisqu'on sait que pas très loin, il y a le Brésil, il y a l'Argentine, il y a vraiment de très très bons joueurs dans cette région, et le fait pour nous d'arriver à avoir un pôle ou une section sportive là-bas, ça peut à l'avenir en tout cas nous permettre d'avoir des idées différentes, parce que le centre de formation verra le jour d'ici une année si on adopte les mêmes idées que ceux qui sont en place depuis 20 ou 30 ans, comme la Auxerre par exemple. On sait très bien qu'on n'aura pas les résultats escomptés, il faut avoir d'autres idées, et l'arrivée de Florent est très importante en cela. En plus, je trouve que ça marque en termes d'image la rentrée du club dans l'élite du football français, et qu'en termes d'image au niveau international, c'est quelque chose de formidable. Et vous, de votre côté, comment avez-vous vécu cette journée avec les supporters dijonnais en ville?
C'est très sincèrement à partir de ce moment-là que j'ai commencé à apprécier, parce que pendant des semaines, pendant des mois, on se conditionne tellement pour rester sous contrôle, pour protéger l'équipe malgré l'effervescence, pour vraiment rester concentré jusqu'au dernier moment, que dans les heures qui ont suivi le match, j'avais un petit peu de mal à lâcher prise. Et le lendemain, par contre, c'est vrai que là, j'ai vraiment apprécié. Je m'attendais pas à autant d'engouement dans toute la ville. C'était un moment rare, un moment magnifique, un moment émouvant. Mais c'est pour ça qu'aussi qu'on fait ces métiers de fou. C'est pour vivre ça. Pour finir, voulez-vous passer un message à des personnes en particulier, des supporters, des membres du club? Dire à Anthony déjà que c'est inadmissible de terminer deuxième en tant que speaker. C'est quand une fois qu'on a été deuxième, faut finir premier. Donc j'espère que l'année prochaine, il y aura de la concurrence en Ligue 1 aussi. Donc je suis sûr qu'il sera à la hauteur. Mais non, le seul message que j'ai à faire passer, c'est que quand je vois l'intensité de ce qu'on a vécu ces dernières semaines, dès le début du championnat, on aura 19 finales à jouer. Et comme l'a dit Anthony, le message fort, c'est que plutôt que de se focaliser sur les supporters adverses, on aura besoin sur ces 19 matchs de tout un stade, de tout un peuple pour aller chercher un maintien en Ligue 1 qui serait là encore un autre exploit. Moi, je tenais à remercier tout d'abord l'équipe, je l'ai dit en début d'émission, Patrice, tout le staff, les joueurs qui ont été aussi super, voilà, il n'y a pas de mots, c'est historique déjà, on le vivra qu'une fois, c'est la première montée dans l'élite du football français. Donc un grand merci à tous ces gens-là, un grand merci aussi à tous les gens qui travaillent à l'envers du décor. Je pense à tous mes collègues salariés de la SASP, service comptabilité, billetterie, qui, pour la petite info, organise les déplacements tout le service logistique, qui organise les déplacements des joueurs en avion, en bus. Voilà, le service sécurité qui travaille également les soirs de match à domicile pour veiller qu'il n'y ait pas d'incidence. Le secrétaire général Jean-Marc Pellissier qui a beaucoup apporté également depuis son arrivée. Le président Bernard Nicky qui me fait confiance également. Donc voilà, le vice-président également Gilles Borde, et puis tous les gens du conseil d'administration qui apportent beaucoup au club et qui font qu'aujourd'hui le club est en élite. C'est un peu grâce à eux, parce que c'est des gens qui ont toujours cru dans ce club, dans la ville aussi. Et si on en est là, c'est aussi en part entière grâce à eux, parce qu'ils ont toujours mouillé le maillot et transpiré le DFCO. Voilà, donc un grand merci à tous ces gens-là qui continueront à faire vibrer le DFCO avec toute l'équipe de Patrice. Merci à vous, Patrice Carteron et Anthony Bonocor, et bonne chance pour la Ligue 1. Merci. Au revoir. Au revoir.